Alors maintenant, deuxième partie de l'activité 11 qui s'intéresse aux transformations au niveau microscopique en étudiant un exemple qui est la synthèse de l'acétanilide. Alors la synthèse de l'acétanilide, c'est une molécule qui est utilisée, l'acétanilide c'est une molécule qui est utilisée pendant longtemps comme analgésique, c'est-à-dire contre les douleurs. Cette synthèse est réalisée à partir d'aniline, cette molécule-là, et d'anhydride éthanoïque, d'accord, pour former l'acétanilide et l'acide éthanoïque qui est pareil que l'acide acétique ou le vinaigre. D'accord. Donc première question, on prend un exemple. Première question, nommer les fonctions organiques dans les différentes molécules de l'équation. Donc dans l'aniline, on a cette fonction qui est la fonction amine. Dans l'anhydride éthanoïque, alors on pourrait penser qu'ici on a un groupement carbonyle avec un ester, mais en fait, comme le nom l'indique, on n'a pas un ester, mais on a un anhydride d'acide. Donc tout ça, c'est un groupe, mais vous n'êtes pas censé le connaître, donc c'est pour ça que je ne l'entoure pas ici. Tout ça là, c'est un groupe qui s'appelle l'anhydride d'acide. Ensuite, dans l'acétanilide, on a la fonction amide. Et enfin, dans l'acide éthanoïque, on a la fonction acide carboxylique. Alors cette réaction, qui est une réaction assez complexe, elle se déroule pas en une seule étape, mais en plusieurs, ici en 3 étapes. Donc, je vous ai indiqué les différentes étapes. Et c'est ça qu'on va étudier. Et c'est le but de la chimie organique, étudier les différentes étapes d'une réaction, ce qu'on appelle des mécanismes réactionnels. Donc on a une première étape avec des grosses molécules, une deuxième étape et une troisième étape. Donc on va étudier ces différentes étapes. Essayer de comprendre comment on part de ces deux réactifs-là et on aboutit à la fin à ces deux produits-là. Il y a des étapes intermédiaires, ici il y en a 3. Des fois plus, des fois moins. Donc ici 3. Alors deuxième question, A et des données électronégativité. Électronégativité, c'est ce que vous avez vu en première. Expliquer l'origine des charges partielles delta plus et delta moins sur certains atomes de l'étape 1. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi dans l'étape 1 on voit des petits delta plus, des petits delta moins là et là. D'accord? À ne pas confondre avec C plus et C moins. D'accord? Delta plus, c'est pas pareil que le plus, et delta moins, c'est pas pareil que le moins ici. D'accord? Si vous vous souvenez bien, les plus et les moins ici, ce que vous avez vu l'année dernière dans les représentations de Lewis, c'est que ici, l'atome d'azote N, il est en défaut d'électrons, et là, le atome O, vu qu'il est en moins, c'est-à-dire qu'il est en surcharge d'électrons. Il a plus d'électrons qu'il ne le faut. Delta plus et delta moins, ça ne veut pas dire ça. Donc si vous vous souvenez de ce qu'est l'électronégativité, l'an dernier, normalement, vous avez vu que l'électronégativité, c'est la capacité pour un atome à attirer vers lui des électrons. Plus un atome est électronégatif, plus il aime attirer des électrons vers lui. Moins un atome est électronégatif, moins il aime avoir des électrons près de lui. D'accord? Donc c'est ça, c'est avec cette électronégativité qu'on peut noter les charges partielles delta plus et delta moins. Donc une charge partielle delta plus, c'est quand un atome aura un défaut d'électrons, ça veut dire qu'il aimera pas très bien avoir des électrons près de lui. Et une charge partielle delta moins, ça voudra dire que cet atome-là, il aimerait bien avoir un peu plus d'électrons vers lui. D'accord? Donc si on regarde, on va prendre cette liaison-là, NH. D'accord? Les deltas, les charges partielles, delta plus et delta moins, c'est toujours dans une liaison qu'on peut les mettre. D'accord? Donc dans la liaison NH, on a N qui est delta moins et H qui est delta plus. Alors si on regarde les électronégativités ici, on voit que l'électronégativité de H c'est 2,2. L'électronégativité de N c'est 3,2. Donc N il est plus électronégatif que H. D'accord? Si vous vous souvenez, le tableau périodique, donc je schématise le tableau périodique, l'électronégativité elle augmente
comme ça dans le tableau périodique. Donc plus on va vers la droite et vers le haut, plus les atomes sont électronégatifs. Donc ici, l'atome d'azote est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Donc ça veut dire que l'atome d'azote, il préfère avoir près de lui des électrons, alors que l'atome d'hydrogène, il aime pas trop en avoir, ou moins en tout cas que l'atome d'azote. Donc si on regarde dans la liaison, on sait qu'une liaison, c'est 2 électrons. D'accord? Donc ces 2 électrons, normalement, ils se partagent équitablement entre l'azote N et H. Mais comme l'atome d'azote est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, l'atome d'azote, il va vouloir prendre ces 2 électrons presque pour lui tout seul. Et H, vu qu'il n'est pas très électronégatif, eh ben, il va bien vouloir lui donner. Si N a un peu plus d'électrons à lui, d'accord, si les atomes sont un peu plus proches de N, ça veut dire que N il sera delta moins. Ça veut dire qu'il aura un peu plus de charge moins vers lui. D'accord? Tandis que H, si les électrons dans la liaison sont un peu plus loin de lui, il aura un peu moins d'électrons. Un peu moins d'électrons dit un peu moins de charge moins, donc il sera delta plus. D'accord? Si on a moins de charge moins, on devient plus. Donc si les électrons préfèrent aller vers N, N va devenir delta moins, et H va devenir delta plus. D'accord? On peut modéliser ça, mais c'est qu'un modèle, encore une fois, dans une liaison. Je fais un dessin. Au début, on a ça. D'accord? C'est ma liaison. On a H qui donne un électron, N qui donne un électron pour former une liaison. Ça, c'est ma liaison. Sauf que N, d'après l'électronégativité, il préfère avoir des électrons. Donc ça veut dire qu'il va attirer vers lui des petits électrons. Et puis H, vu que lui, il n'est pas très électronégatif, il va bien vouloir les laisser. Donc H, il ne va pas les retenir. Donc ces électrons-là, ils vont un peu plus se déplacer. C'est qu'un modèle, encore une fois. D'accord? Donc dans la liaison, on aura les électrons qui sont plus proches de N. Normalement, au départ, N et H se répartissent équitablement les électrons. Donc ils n'ont pas de charge partielle, ils ne sont pas un peu plus ou un peu moins que d'habitude. Sauf que là, vu que H il commence à perdre un peu des électrons, s'il perd des charges moins, il va devenir un peu plus positif. Donc une charge partielle delta plus. Si N commence à recevoir plus d'électrons qu'il ne faut, il va recevoir plus de charges négatives. Donc il va devenir delta moins. Quand un atome attire grâce à l'électronégativité des électrons, il devient delta moins, une charge partielle négative. Et quand le H, lui, commence à perdre des électrons, il deviendra une charge partielle positive, delta plus. Voilà pourquoi ici on a ça. Delta plus pour H, delta moins pour N. De la même façon ici. Donc là, rappelez-vous, dans la formule topologique, quand on n'a rien ici, c'est qu'on a un C. Il faut donc regarder la double liaison entre le C et le O. Si on regarde les électronégativités, le C il a une électronégativité de 2,5, le O de 3,4. Donc le O est plus électronégatif que C. Donc ça veut dire que O il préfère les électrons au carbone. Donc pareil, de la même façon, O il va vouloir attirer les électrons vers lui. Donc dans la double liaison là, les électrons vont plutôt se déplacer vers le haut. Si l'oxygène attire les électrons vers lui, il va avoir tendance à devenir un peu plus négatif, d'où la charge partielle delta moins. Si les électrons commencent à aller vers haut, le C commence à perdre des électrons, donc s'il perd des charges moins, il deviendra delta plus, d'accord? C'est pour ça qu'on a ici la charge partielle delta plus. Donc voilà comment expliquer les charges partielles qu'on peut voir dans les mécanismes réactionnels comme ceci. Troisième question. Dans cette étape, quel est l'atome considéré comme un donneur de doublés d'électrons? Quel est l'atome considéré comme un accepteur de doublés d'électrons? Alors, si vous vous souvenez, vous avez déjà vu que les réactions, ce sont des transferts d'électrons, d'accord? Ce sont des atomes ou des molécules qui s'échangent les électrons. Alors, dans l'étape numéro 1, il va falloir voir qui donne ces électrons et qui les accepte pour former autre chose. D'accord? Donc, si on regarde, ici on a une molécule qui est l'aniline. Ici, on a l'anhydride éthanoïque. D'accord? Une autre molécule. Dans cette molécule-là, il va y avoir soit un accepteur, soit un donneur d'électrons.
pour se lier avec l'autre molécule. D'accord? Alors, qui va donner des électrons? C'est sûrement celui qui en a un peu plus que les autres. D'accord? On voit, on a deux possibilités. Soit le N, parce qu'il a une charge partielle delta-. Une charge partielle delta-, on rappelle, c'est qu'il a attiré des électrons vers lui. Donc il commence à en avoir un peu plus qu'il ne le faut. Ici, on a aussi une charge delta-, le O. Donc on a deux possibilités pour donner des électrons. D'accord? On peut donner que quand on a. Donc c'est soit N, soit O. Et puis, on peut recevoir que quand on n'a pas assez. D'accord? Quand on n'a pas assez, on ne peut pas donner. Quand on n'a pas assez d'électrons, ça veut dire qu'on en perd, donc on devient delta+. Donc on a deux possibilités, soit H, soit C. D'accord? Donc pour donner, on a soit N, soit O. Pour recevoir, on a soit H, soit C. Maintenant, il faut savoir comment vont se lier les molécules. D'accord? Donc si on regarde ici, on voit que les molécules ne se lient pas entre le O et le H. D'accord? Mais les molécules se lient entre le N et le C. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir des échanges. Donc le N sera donneur et le C sera receveur d'électrons. D'accord? Les échanges d'électrons se font toujours entre un donneur et un accepteur. Donc toujours entre un atome qui a des électrons qui peut en donner à un atome qui en a moins, qui peut en recevoir du coup. Donc ici, on avait deux possibilités, soit la liaison se formait entre le O et le H, donneur-accepteur, soit entre le donneur N et le receveur C. D'accord? On ne peut pas avoir de liaison qui sont entre deux donneurs ou deux récepteurs d'électrons. D'accord? Donc ici, le donneur Cn, le receveur Cc. Et enfin, on peut tout de suite répondre à la question 4. Que signifie la flèche, la courbe qu'on voit ici? Donc la flèche, ça représente le transfert du doublé d'électrons. On voit bien que la flèche, elle part de N, de ce doublé-là, et elle vient vers le C. D'accord? Donc toutes les flèches courbes, ce sont des transferts de doublé d'électrons. D'accord? Les électrons, ils sont toujours par paire en général. Donc c'est pour ça qu'on a des transferts de doublé d'électrons. Ici, le N, il va perdre ce doublé-là, ce qu'on appelle un doublé non liant, si vous vous souvenez. Et il va le donner au C pour former une liaison entre le N et le C. D'accord? Donc on part du donneur et on va vers l'accepteur, toujours. Et ce sont des flèches courbes. Les flèches courbes, donc, des transferts de doublé d'électrons. Question numéro 5. À quelle catégorie de réaction, donc comme on a vu tout à l'heure dans la partie 1, substitution, élimination ou addition, appartiennent les trois étapes de la synthèse? Donc si on regarde la première étape, on a deux réactifs ici et on forme un produit. Donc ça veut dire qu'on va additionner ces deux choses-là pour former une seule chose. Donc ça, c'est une addition. Ensuite, deuxième étape de la synthèse. On a un réactif pour former deux produits. D'accord? On a cassé des choses. Donc ça veut dire que dans ce réactif-là, on a éliminé une certaine chose. Donc ça, c'est une élimination. Et enfin, dans la troisième étape, on a un réactif qui nous est utile, d'accord? On a un autre réactif qui va permettre de réagir avec ce réactif principal pour former un produit et un autre produit. Alors à vue d'œil, on pourrait penser que c'est une substitution, d'accord? On avait vu tout à l'heure quand on avait deux réactifs de produits, c'était une substitution. En fait, il faut regarder ce qui se passe ici. Ici, on a le H qui va partir avec quelqu'un d'autre. Donc là, ça veut dire qu'on perd le H. Et le H, il n'est jamais remplacé. D'accord? On ne remplace pas le H par quelque chose. Donc ça veut dire qu'on élimine bien quelque chose dans cette molécule-là pour former une autre molécule. D'accord? Si le H, ici, il était remplacé par quelque chose d'autre, ça serait une substitution. Mais ici, vu qu'on le perd, le H définitivement, c'est une élimination aussi.
Donc, première étape, une addition, et étape 2 et 3, ce sont des éliminations. Alors, maintenant qu'on a compris le principe d'un mécanisme réactionnel, avec différentes étapes, comment se font les transferts d'électrons, avec les charges partielles, l'électronégativité, on va essayer de faire un mécanisme, d'accord, de tout expliquer. Avec l'exemple du dessus, bien sûr. Donc, on vous dit que les alcools peuvent faire avec l'anhydride éthanoïque, cette molécule-là, exactement comme celle de tout à l'heure, le même type de réaction que les amines. Tout à l'heure, on partait d'un amine, c'était l'aniline, avec l'anhydride éthanoïque pour former un amide. Et bien ici, on va partir d'un alcool qui va réagir de la même façon avec un anhydride éthanoïque pour former deux autres molécules là. Et c'est à peu près le même mécanisme, d'accord? Donc on va essayer de faire ce mécanisme en 3 étapes en expliquant bien à chaque fois ce qui se passe avec les charges partielles, les transferts d'électrons, donc les flèches courbes, et en expliquant bien tout ça. Donc, quand vous avez ça à faire, je vous conseille de bien mettre sur chaque molécule tous les doublés non liants qu'on ne voit pas. D'accord? Par exemple, ici, il manque des choses. Donc, on va réécrire l'équation. Donc, je partais de mon alcool. Plus mon anhydride éthanoïque. Rappelez-vous, le haut, il a toujours deux doublés non liants pour former les deux autres molécules. Voilà. Donc là, sur tous les oxygènes, j'ai à chaque fois mis les doublés non liants. D'accord? Donc les doublés non liants, encore une fois, ce sont les électrons. Hein. Donc ça peut être important pour les étapes de la réaction. Alors, si on essaie de faire la première étape, de la même façon que tout à l'heure, donc ça veut dire que c'est ces deux molécules-là qui vont réagir. Donc je vais redessiner ces deux molécules. Voilà. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on avait des choses qui se passaient entre un carbone ici, un accepteur, et l'atome d'azote qui était donneur. D'accord? Donc on va essayer de comparer tout ça. Ici, il faut donc voir dans cette liaison-là lequel est donneur, lequel est accepteur. Si on reprend les données, on voit que le H il a une électronégativité plus faible que le O. Donc ça veut dire que c'est le O qui préfère avoir les électrons vers lui. Donc c'est le O qui sera delta moins et le H qui sera delta plus. Donc là, on peut marquer le O delta moins et le H delta plus. Et après, ici, on a la même chose. Ici, on a un C, vous rappelez-vous, donc le C, il est delta plus. Et ici, on a le O qui est delta moins. D'accord? C'est toujours le O qui est plus électronégatif que le C. Donc, deux possibilités. Soit on a un échange entre le H et le O, soit entre le O et le C ici. D'accord? D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas entre le O et le H, mais entre le O et le C. Donc on a le O, grâce à son doublé non liant ici, qui va donner des électrons au C. D'accord? Donc on a une flèche qui part du doublé, toujours on a une flèche qui part d'un doublé, donc soit un doublé non liant, soit un doublé liant, l'un ou l'autre, et qui va sur un atome. D'accord? On a toujours des doublés non liants ou des doublés liants qui partent vers un atome. Donc la flèche, elle doit toujours pointer vers un atome et elle part toujours d'un doublé, soit liant, soit non liant. Ici, c'est un doublé non liant. Donc on a un transfert qui va se faire d'ici vers là. D'accord?
Sauf que si on n'a que ça. Après, on aura le C qui aura une nouvelle liaison, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ça, c'est pas possible. D'accord? On sait qu'un carbone peut avoir que 4 liaisons. Donc si on regarde tout à l'heure, quand le N donnait, l'azote donnait un doublé non liant au C, et bien après, la double liaison entre le C et le O se cassait. D'accord? Le carbone perdait une liaison. La liaison double se transformait en une liaison simple. Donc on avait un doublé liant qui se transformait en doublé non liant sur le O. D'accord? C'est pour ça qu'après on avait ici le O avec 3 doublés non liants. Tandis qu'ici il n'en avait que 2. D'accord? Donc ici il va se faire la même chose. Comme le carbone ne peut pas avoir 5 liaisons, la double liaison entre le C et le O va se casser et ça va devenir une liaison simple. Un des deux doublés va se retrouver sur le O. Donc on aura un doublé liant qui va se transformer en doublé non liant. Le O va récupérer un doublé. Et comme le O il est delta moins, ça ne le dérange pas, vu lui, il aime bien avoir des électrons. D'accord? Donc le doublé va venir sur le O. Ça donne quoi? Donc au début, il ne se passe rien. D'accord? La molécule n'a pas changé. Puis, après, on a l'oxygène, qui a toujours sa liaison avec le H. Donc je vais la faire ici, avec un doublé. Par contre, après, il se passe quelque chose là. Parce que le O, il a formé une liaison avec le C. Donc je vais marquer le C, mais on n'est pas obligé de le marquer. Donc ce C, c'est le C qui est ici. Et puis le C, il est relié à 3 choses en plus. Cette liaison-là, cette liaison, la liaison simple, maintenant avec le O, qui a maintenant du coup lui 3 doublés, et puis après avec tout le reste. D'accord? Donc il a le O, tout le reste. Donc voici la nouvelle molécule qui est formée. Donc là, on a bien une liaison simple. Sauf que là, il faudra penser à rajouter des choses. Parce que un O qui a 3 doublés non liants, c'est pas génial. On sait qu'un O, il lui faut que 8 électrons autour de lui. Là, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il respecte la règle de l'octet. Mais en plus, on sait qu'il doit avoir que 6 électrons de valence, d'accord, d'après les structures électroniques. Sauf que là, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1 dans la liaison, donc 7. Ça veut dire qu'il a un électron en trop. S'il a un électron en trop, ça veut dire que lui, il a une charge moins. D'accord? Comme tout à l'heure, ici, on voyait bien que le O, il avait une charge moins. Ensuite, le O qui était ici. Eh bien, le O, ici, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Donc là, c'était bon. Il avait ce qu'il fallait. Mais comme ici, il en a perdu. D'accord? Il a formé une liaison qui s'est retrouvée entre le O et le C. Maintenant, si on compte les électrons qu'il a autour de lui, il en a 1, 2 dans le doublé non liant, plus 1, plus 1, plus 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il lui en faut 6. Donc ça veut dire qu'il en manque 1. S'il manque un électron, ce O-là, il a une charge plus. D'accord? Ce ne sont pas des charges partielles, ce sont bien des électrons qui manquent, ou qui manquent ici, donc il en manque un, ou qu'il a ici en trop. D'accord? Les électrons de valence, vous vous souvenez dans les structures électroniques. Le O, il lui en faut 6 toujours. Pourquoi il lui en faut 6? Je peux faire un petit rappel. L'oxygène, Z égale 8. Donc sa structure électronique, c'est K2, L6. Donc il a bien 6 électrons de valence. Donc il lui faut toujours 6 électrons autour de lui. D'accord? Sauf que là, 2 par doublé non liant et 1 par doublé liant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 7. Donc il y en a bien un en plus, ce qui donne une charge moins. Donc là, on a bien une nouvelle molécule. Bon, c'est pas ce qu'on veut encore. C'est pour ça qu'il y a d'autres étapes. Alors, l'étape numéro 2 maintenant. Donc, étape 2.
Donc forcément, on va partir de ce qu'on avait formé avant. Donc je vais réécrire ça. On part de ce qu'on a fait avant. Voilà. Donc maintenant, on part d'ici. Alors, il faudra voir maintenant quels sont les atomes qui sont delta plus et les atomes qui sont delta moins pour voir quelles sont les liaisons qui peuvent se casser. D'accord? En général, les atomes qui ont des charges moins, et ben comme ils ont des électrons bien en plus, d'accord? Lui, il a vraiment un électron en plus, il sera delta moins parce qu'il veut bien les donner, d'accord? Quand les atomes seront plus, ça veut dire qu'eux, ils ont des électrons en moins. Donc ça veut dire que eux, ils sont delta plus, ils vont bien vouloir accepter des électrons parce qu'il leur en manque. D'accord? Donc très souvent, enfin, tout le temps même, les charges moins sont aussi delta moins et les charges plus sont aussi delta plus. Alors, si on regarde le modèle de tout à l'heure, dans l'étape 2, on avait des choses qui se passaient bien avec le haut qui était chargé négativement. Donc lui, il va bien vouloir donner ses électrons. Ok? Donc tout va se passer ici, à ce niveau-là. Entre le C et le O. Donc on vient de dire que le O il était delta moins. Le C il est delta plus du coup. Ça c'est la première chose. Ensuite, si on regarde dans cette liaison-là, parce qu'on voit que après on va vouloir enlever cette partie-là. Nous c'est cette partie-là qui nous intéresse plus. Donc il va falloir voir ce qui se passe entre le C et le O ici. Entre le C et le O. On sait que le O il est plus électronégatif que le C. Donc le O il est toujours delta moins même s'il n'a pas d'électrons en plus celui-ci. Et le C il est toujours delta plus dans cette liaison là. Donc deux possibilités. Enfin, ici même qu'une seule. Forcément lui il va vouloir donner un de ses doublés. Et puis après le C, le carbone là il va vouloir aussi se détacher de ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci, vu qu'il a vraiment envie de les donner, vu qu'il est moins, on aura un doublé qui va revenir se poser ici entre le C et le O pour former une double liaison. D'accord? Sauf que si on forme une double liaison, donc je rappelle comme ici, on avait le O qui reformait une double liaison avec le C. Sauf que si on forme une double liaison, encore une fois, le C il aura 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas possible. Donc forcément, il faut que le C perde une de ses liaisons. Donc, c'est ce qui va se passer ici. D'accord? Il va y avoir une cassure ici entre le C et le O. Qu'est-ce que ça donne, ça? Rappelez-vous, l'étape 2, c'est une élimination, donc on part d'une molécule avec deux molécules. Donc forcément, on a un plus quelque part. On a au début la même chose. D'accord? Le cycle, lui, il ne bouge pas. Après, on a le O, qui est toujours plus. Lui, il n'a pas changé. Après, on a le C. Donc là, rien n'a changé pour le moment. Sauf que là, maintenant, on a le O et le C qui ont formé une double liaison. Avec le O qui n'a plus que deux doublés liants. Deux doublés non liants, pardon. Si le O a deux doublés non liants, il est plus moins maintenant. Et après, tout ce qui était à droite, là, c'est détaché. Vous voyez, là, tout s'est détaché. Donc ça, c'est pour former une nouvelle molécule. Donc on avait le O ici. Sauf que ce O-là, d'accord, maintenant il a trois doublés non liants. S'il a trois doublés non liants, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. 7 électrons, ça marche pas, il a une charge moins. D'accord? Voici pour
la deuxième étape. Donc on a compris comment on avait séparé les deux molécules. Donc là, on est presque à la fin. Si on regarde, cette molécule-là, celle qui nous intéresse, elle ressemble fortement à celle-ci. Sauf que là, on a encore un H ici. Tandis que là, on n'en a plus. Donc là, dernière étape, il va falloir voir ce qu'on peut faire pour enlever ce H-là. D'accord? Donc ça, c'est le but de la troisième étape. Donc, je pars toujours de ce qui est fait avant. Donc je reprends mes deux réactifs d'avant. Alors vous pouvez peut-être vous demander pourquoi des fois je le fais droit comme ici, ou un petit peu incliné. Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans le chapitre 10, je peux reprendre mon super modèle moléculaire qui va devenir légendaire maintenant. Vous vous souvenez, dans l'espace, les atomes font des angles. Il y en a qui sont vers l'arrière, vers l'avant, ils ne sont pas tout droits, tout le temps verticaux. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des inclinaisons. C'est pour ça que j'essaye un peu de respecter ces inclinaisons-là. Voici pourquoi des fois je fais droit ou des fois je les fais un peu incliné pour essayer de respecter ce qui se passe dans l'espace. Ça n'a pas une grande importance, mais c'est mieux si on essaie de respecter ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si on regarde la troisième étape de tout à l'heure, on avait bien le H qui devait disparaître là. D'accord? Ce H-là, il doit disparaître. Donc, il se passe quelque chose ici entre le N et le H. Donc ici, il va se passer quelque chose entre le O et le H. Le H, il est beaucoup moins électronégatif que le O, même si le O, il a une charge plus ici. Donc là, le O sera delta moins, le H sera delta plus. J'ai oublié la charge moins ici. Et puis, ici, ce qui se passe, c'est que le O, vu qu'il est déjà plus électronégatif que le C, et en plus il a un électron, lui, il est très delta moins. Et ici, on a toujours le C qui est delta plus parce qu'il est moins électronégatif que le O. Donc, encore une fois, deux possibilités. Soit ce O-là, il donne et c'est le H qui accepte, ou bien c'est le O ici qui donne pour que le C accepte. Nous, ce qu'on veut, c'est détacher le H. Donc forcément, c'est ce O-là qui va donner et c'est le H qui va accepter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un des trois doublés non liants qui va venir chercher le H, d'accord? Qui va se lier avec le H. Si on fait ça et qu'on fait rien d'autre, on va avoir une liaison entre le O et le H qui est déjà lié au O. On sait que c'est pas possible ça. On sait que le H, il forme que une seule liaison. Donc forcément, si on crée une liaison ici entre le O et le H, il faut que cette liaison-là, elle se casse. Donc comment on fait pour qu'elle se casse? On va revenir mettre la liaison sur le O. Et le doublé liant entre le H et le O va devenir un doublé non liant sur le O. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? On aura le cycle qui n'a pas bougé. Ensuite, le O qui a maintenant deux doublés non liants. Et le reste, qui n'a pas été touché. Comme le O a récupéré ses deux doublés non liants, il a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Il n'en a plus en plus, il n'en a plus en moins, on n'a plus de charge. Et après, on a toujours la deuxième molécule, donc celle-ci, qui ressemble fortement à ça. Mais cette fois-ci, on a un doublé liant en moins, d'accord? Ce O-là, il n'en a plus que deux parce que l'autre, c'est devenu un doublé liant entre le O qui est venu chercher le H. Donc ce doublé liant, non liant, il s'est transformé en doublé liant entre le O et le H. D'accord? Comme le O n'a plus que deux doublés non liants, il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Il a plus d'électrons en plus. Donc sa charge moins, elle s'enlève. Donc ça devient cette molécule-là. Et là, on a bien créé le mécanisme. On est bien arrivé à ce qu'on voulait. On a bien fait cette molécule-là et cette molécule-là.
D'accord? Donc là, en 3 étapes, on a réussi à expliquer tout ce qui se passait. D'accord? Cette réaction-là, cette grosse réaction, elle ne se fait pas directement, mais elle se fait en 3 étapes. D'abord celle-ci. D'abord celle-ci. D'accord? Puis ensuite celle-là. Et enfin celle-ci. D'accord? Donc à chaque fois, on vous donnera un modèle où on vous dira un peu ce qui se passe. D'accord? Il ne faudra pas trouver le mécanisme tout seul, pas à notre niveau. Ça, c'est pour plus tard. Mais il faut essayer de le comprendre et réaliser les flèches. D'accord? Toujours une flèche, c'est quand on part d'un atome qui donne des électrons vers quelque chose qui accepte des électrons ou une nouvelle liaison qui est formée. D'accord? Donc on va essayer de résumer tout ça avec le cours maintenant. Alors, si on lit le cours. Alors, à l'échelle moléculaire, la formation d'une liaison covalente se modélise par le mouvement d'un doublet d'électrons. Donc rappelez-vous, c'est toujours un doublet d'électrons, une liaison. Ce mouvement s'opère entre un site donneur et un site accepteur de doublet. Donc ça, c'est lié à l'électronégativité. Un atome engagé dans une liaison polarisée, dont il est l'atome le plus électronégatif, est un site donneur. Rappelez-vous, l'électronégativité, c'est quand il aime avoir des électrons. S'il en a beaucoup, s'il est très électronégatif, il aimera bien en donner. Donc, c'est un site donneur. Donc, plus électronégatif, donneur. Et l'atome qui est le moins électronégatif de la liaison, ça c'est un site accepteur. S'il est moins électronégatif, ça veut dire qu'il veut bien, il lui manque un peu d'électrons, donc il veut bien en accepter. Alors, 2 remarques. Lors de la formation d'une liaison, le mouvement d'un doublet d'électrons se schématise par une flèche courbe. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le mécanisme. Rappelez-vous ça. Et ça pointe toujours vers l'atome qui accepte, ou ça pointe toujours vers la nouvelle liaison. D'accord? Donc, lors de la rupture d'une liaison, le mouvement du doublet d'électrons se schématise encore une fois par une flèche courbe qui est issue de la liaison rompue et qui pointe vers l'atome le plus électronégatif. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On part toujours de la liaison qui est cassée ou de l'atome qui donne, et on va toujours vers l'atome qui reçoit. D'accord? Alors, si on résume au niveau macroscopique, 3 types de réactions. Les réactions d'addition, on part en général d'une double liaison pour former des liaisons simples. Élimination, c'est le contraire. On part des liaisons simples pour former une liaison double. Et une réaction de substitution. On a, entre guillemets, échangé 2 groupes d'atomes ou 2 atomes. Vous voyez ici, IBR, on les a échangés. Ça devient BR et I. Donc ça, c'est 3 types de réactions. Et au niveau microscopique, donc on a des électrons qui sont échangés grâce à des donneurs et grâce à des accepteurs de doublets. On forme des liaisons ou on en casse, toujours en étant modélisé par des flèches courbes. Ici, on crée une liaison entre le C et le C. Et si on casse la liaison entre le C et le BR, le doublet liant entre le C et le BR devient un doublet non liant sur le BR. D'accord? Donc, rappelez-vous, un donneur donne des électrons, un accepteur reçoit des électrons, et on peut former des liaisons ou casser des liaisons, toujours modélisées par une flèche courbe. Alors, j'ai dit les 2 types à chaque fois. Le site donneur, qu'est-ce que ça peut être? Le site accepteur, qu'est-ce que ça peut être? D'accord? Donc, toujours le donneur, c'est celui qui a plus d'électrons, donc c'est celui qui est le plus électronégatif en général, et l'accepteur, c'est celui qui est le moins électronégatif. Ou le site donneur, en général, c'est un atome qui a une charge moins, comme l'oxygène tout à l'heure. D'accord? S'il a une charge moins, ça veut dire qu'il a des électrons en plus, donc il veut bien les donner. Voilà pour ce chapitre 11 sur les transformations en chimie organique.